Cet été ont lieu les JO 2024 à Paris. Il est donc normal de parler de sport pour l'occasion. Mais en 2024, le sport, ce ne sont plus que des athlètes qui sont hyper musclés ou hyper rapides. Le sport, c'est aussi énormément de technologie. Et si beaucoup de techno permettent aux sportifs d'améliorer leurs résultats, les coachs aussi ont le droit à leurs avancées technologiques. Mais alors, le coach a-t-il vraiment besoin de nouvelles techno ? Comment la technologie vient aider sans remplacer le sportif ? Et surtout, le sifflet va-t-il devenir une app ? Pour répondre à ces questions de coaching, je ne reçois pas coach Carter ou le coach Belichick, mais ils s'y connaissent en entraînement. François et Alexandre, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors François, Alexandre, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient peut-être pas ? Je peux commencer. Donc moi c'est Alexandre, cofondateur du coup de Nolio. Moi je suis athlète à la base, je viens de l'athlétisme, parce que athlète des fois ça peut être un peu autre chose, de l'athlétisme et du coup dev aussi. Et on a créé Nolio en 2019, qui est une plateforme pour les coachs dans les sports d'endurance. Donc on vient vraiment aider les coachs à mieux suivre leurs sportifs à travers plein de choses, la gestion de la data, etc. Ok. Et François ? Et donc François Dupont, je suis le deuxième cofondateur de Nolio. À la base, dans une autre vie, j'ai envie de dire maintenant, j'ai fait du haut niveau en ski de fond et rencontré Alex pendant les études universitaires, UT informatique et école d'ingé info. Et en parallèle, on a commencé à bricoler ce projet qui est devenu Nolio en première ligne de code en 2017 maintenant. Et voilà, je ne vais pas refaire la description de Nolio, mais... Ok. Ce choix de s'orienter vers les sports d'endurance, c'est parce que vous veniez tous les deux de sports d'endurance, c'est parce que c'est un type de sport qui se prête mieux à ce que vous souhaitiez faire avec Nolio, ou est-ce que c'est que les coachs ont des besoins différents versus des sports peut-être plus explosifs ? C'est quoi le... C'était surtout le fait qu'avec Alex, on voulait... Si on rétro-pédale un petit peu pour arriver à ta question, c'est que pendant les études, donc pendant qu'on était en école d'ingé, on voulait faire un side project dans le sport. Ça nous chauffait vraiment bien. Et quand on a commencé à mettre sur écrit un peu ce qu'on voulait, ce qu'on avait dans la tête, ce qu'on voulait faire pour s'amuser, lui venant de l'athlé et moi venant du ski de fond, c'est pas la même manière de s'entraîner, de suivre les données, etc. Donc on a, je veux dire de manière assez naturelle, on a assez vite pris un éventail assez large dans les sports d'endurance. Ski de fond, athlétisme, du coup ça englobe, en ski de fond on fait souvent du vélo à côté, en athlé, etc. aussi, donc très vite ça a été sport d'endurance assez naturellement. Ouais, c'était vraiment de par notre ADN et puis aussi des problématiques qu'on avait tous les deux, on y reviendra peut-être après, mais voilà, on commençait en 2017, aujourd'hui quasiment dans le sport, par exemple on le voit en running, quasiment tout le monde a une montre connectée, ou en tout cas beaucoup de gens. En 2016-2017 c'était pas du tout encore autant le cas, et du coup c'était quand même le début que Garmin, etc. Deviennent plus populaires, et donc on avait nous les problématiques un petit peu de je viens de faire la séance, elle est dans ma montre, mais mon coach il m'a envoyé un fichier Excel, je vais recopier des bouts de données de ma montre vers mon fichier Excel. Et vu qu'on était fainéants, on le faisait le dimanche pour toutes les séances de la semaine. Du coup, on le faisait à l'arrache parce que on le faisait rapidement. Puis il y avait le facteur humain en plus, j'imagine, qui modifiait certains chiffres peut-être pour faire plaisir au coach, quoi, histoire de... C'est ça. Et un truc aussi qu'on s'est rendu compte, même que tous les coachs nous disent, c'est que si donc, une des choses importantes dans les retours de séance, c'est au-delà des datas, c'est le retour de l'athlète, donc il y a une data aussi mais subjective. Donc par exemple, donne-moi une note de 1 à 10, à quel point la séance était dure pour toi. 1 étant très facile, 10 étant... je suis pas allé au bout. C'était horrible, plus dur, c'est pas possible.
Et on se rend compte qu'en fait, si un sportif va noter sa séance, il fait sa séance le mardi soir, s'il la note 2 heures après, ou s'il la note le dimanche, en fait, le dimanche, il s'est passé plein de choses, tu te dis, finalement, j'étais fort ce jour-là, tu vas peut-être mettre 5 sur 10, alors que si on te demande la note le mardi soir, 2 heures après, tu vas mettre 9. Et donc, en fait, ça a un impact hyper fort, et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse un outil qui fait que l'athlète, il soit plus fainéant et qu'il ait une notif sur son téléphone, et en un clic, il fasse le retour au coach. Et bien sûr que toutes les données objectives, donc toutes les données des montres, compteurs de vélo, etc., tout ça, entre guillemets, c'est pas un sujet parce qu'elle remonte automatiquement de l'objet connecté, quoi. Toi, du coup, Alexandre, tu nous as dit que tu étais dans l'athlétisme, C'est ça, ouais. le sport d'endurance aussi ou C'est ça, alors c'est moins de données que François parce que moi c'était plus demi-fond, donc 800, 1500, cross, 10 bornes, donc ça, c'est ce qu'on appelle le demi-fond, c'est entre le sprint et le fond. Donc de demi-fond, c'est des efforts qui vont de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, mais pas plus. Et donc c'est vrai que c'est un peu marrant, entre guillemets, parce que sur la piste, donc sur 800, 1500, les montres en fait servent assez peu, parce qu'on est sur une piste qui fait 400 mètres. Donc en fait, on connaît nos allures au 100, au 200, au 300, au 400. Donc en soi, la montre ne nous sert pas à grand-chose. Par contre, dès qu'on va faire ce qu'on appelle du hors-stade, donc sur des sentiers ou sur la route, etc., là, du coup, la montre va être hyper précieuse parce qu'elle va nous donner des allures, etc., quoi. Donc, c'est un peu entre les deux mondes, quoi. Sur la création de Nolio, du coup, vous avez dit 2017. L'Apple Watch, de souvenir, c'est quoi? C'est 2015, 2014? C'est quelque chose comme ça, mais... On est en 2024, on a la version 9. Je crois. Mais en fait, nous, entre guillemets, même aujourd'hui, le nombre de personnes sur Nolio, on est bien sûr connecté avec l'Apple Watch, mais le nombre de personnes qui utilisent Nolio et font leur séance via une Apple Watch, en fait, c'est assez faible parce qu'on touche une population de sportifs. Alors, je sais pas les parts de marché. Les parts de marché, dont on a refait une étude il y a pas très longtemps, Garmin est ultra leader, mais c'est assez. Tu les mets tous ensemble contre Garmin reste devant. C'est assez fou. Mais du coup, l'Apple Watch va toucher une population qui est un peu plus récréative, entre guillemets. Et, sportif du dimanche. Ouais, je le dirais pas comme ça, mais plus en mais fait. Tu l'as pensé très fort quand même, on l'a entendu. Quelqu'un qui va non, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui va trouver une montre qui va vraiment faire son quotidien et son côté sportif. Qui est moins avec ses performances. Voilà, qui est pas avec ses performances, et il y a vraiment aucun jugement là-dessus. Alors que nous, de part, on fait une solution pour les coachs. Donc si t'es sportif avec un coach, c'est que généralement t'es quand même un minimum impliqué dans du compétitif. Et en fait, dans ce milieu-là, c'est quand même principalement Garmin qui... Et donc en fait, nous, c'est beaucoup plus l'essor de Garmin, par exemple, qui nous touche, entre guillemets, que Apple, même avec... on était curieux de voir un petit peu l'impact que ça aurait l'Apple Watch Ultra, je crois que c'était ça il y a 1 an ou 2. Et en fait, on se rend compte que même des sportifs nous disaient qu'ils l'achetaient vraiment pour le style, quoi, ils aimaient ça. Mais en fait... au quotidien, dans leur séance, ils utilisent plus Garmin, quoi. Ouais. Oui, parce que je crois que l'Apple Watch Ultra, vu le prix qu'elle coûte, comparativement chez Garmin, t'as un niveau de qualité qui est 1000 fois supérieur pour le même prix, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en plus, Garmin est quand même un acteur relativement cher. Ils sont ultra forts, ultra leaders, beaucoup moins cher qu'Apple. Mais il y a même d'autres acteurs, comme par exemple Coros, qui vont aussi faire des choses quand même très qualitatives et qui, eux, vont être encore plus accessibles en termes de prix. Et c'est vrai que si on cherche vraiment uniquement la fonction sportive, l'Apple Watch Ultra, objectivement, va pas être le meilleur rapport qualité-prix. Même plus Garmin maintenant. Garmin, en étant ultra leader, ils ont mis des prix assez fous. Et là, il y a des acteurs quand même qui se réveillent, qui arrivent avec des produits très qualitatifs. Ils cassent les prix. Pour l'instant, ils sont très très loin de faire mal à Garmin parce que je pense qu'ils n'ont pas la puissance en termes d'image et puis il faut du temps aussi. Mais là, nous, on voit arriver des montres et des capteurs de vélo qui font carrément le job et des fois à moitié prix de Garmin. Ok. Pourquoi le choix d'avoir fait une solution pour les coachs? Parce que c'était le début des watch. Vous étiez vous-même sportif. Alors toi, du coup, François, tu avais l'air de dire que tu étais déjà à un niveau comme... Tu avais un coach, j'imagine. T'avais cette problématique-là? Ouais, moi j'ai eu un entraîneur dès... Bon, alors après ça dépend pas de manière individuelle parce qu'au début on fait du club, c'est un entraîneur qui entraîne en groupe.
manière individuelle, j'ai commencé à avoir un entraîneur dès la rentrée en seconde, je pense. Donc tu rentres un peu dans le système du pôle espoir, etc., avant les entrées en équipe. Et pour reprendre ce que disait Alex, c'est que tu recevais ton fichier Excel avec qu'est-ce qu'il y avait à faire. Alors ça, c'était dans le meilleur des cas, sinon tu recevais un SMS ou un mail un peu tout dégueulasse. Et oui, tu devais rentrer ce fichier Excel, comme tu disais, bien biaisé parce que tu voulais faire plaisir. Mercredi flotté, non, je ne suis pas allé courir, mais le fichier Excel dit que je suis allé courir 2 heures et que ça s'est bien passé. Ce qui commence à être plus compliqué à faire aujourd'hui. Et pourquoi on a voulu cibler les coachs, c'était vraiment l'idée de base, c'était pas forcément coach ou sportif. L'idée de base, c'était faciliter les échanges entraîneurs sportifs. Ok. Parce que le fichier Excel, en tant que sportif, très chiant. L'envoyer, en fait, tu l'as rempli, mais tu as oublié de l'envoyer, donc tu te prends une brasse par l'entraîneur. Après, il te répond par WhatsApp, par Messenger. En fait, il y en avait dans tous les sens, sans inclure ne serait-ce que toutes les plateformes après. L'idée, c'était vraiment faciliter ces échanges-là. Et après avoir discuté avec les entraîneurs, on va dire, de notre cercle proche, qu'on connaît bien, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'avoir potentiellement une idée, un concept dans l'endroit où tu centralises toutes les données pour l'entraîneur, ça pouvait avoir une certaine valeur pour eux. Mais on n'a pas du tout commencé là, enfin Nolio, bon déjà au début on n'est pas non, mais on n'a pas du tout commencé ce projet en se disant ça va être une app pour entraîneurs. Ok. C'est aussi, ça s'est un peu fait naturellement, comme dit François, mais c'est un peu là où on a vu qu'on pouvait avoir de la valeur ajoutée. Parce que quand on a créé ça en 2000, les premières lignes de code en 2017, Strava existait déjà, Garmin Connect existait déjà. Donc rajouter des charts plus avancés, plus compliqués de visualisation de données, etc., c'est entre guillemets marrant, mais on voyait pas trop ce qu'on allait apporter là-dessus. Là où, du coup, c'était presque un petit peu paradoxal, où là où on allait sur Garmin ou Strava et on allait avoir des données quand même relativement poussées, des gros graphes, etc., et entre guillemets au quotidien c'était rustique avec le coach qui t'envoyait le SMS et tu devais recopier ton fichier Excel, quoi. Donc on s'est dit plutôt qu'on voyait un petit peu à l'époque, qu'on voit moins, mais on s'est dit plutôt que de partir dans notre délire d'ingénieur, de faire des beaux graphes parce que la librairie de graphique, elle fait un graphe FIFA, c'est incroyable. Alors on s'est dit là on a un problème concret où on est confronté nous, comme a dit François, on a fait un document où on s'est dit bon, on est confronté nous, ça veut pas dire que tout le monde est confronté à ce problème, on va sonder un peu des coachs. Et puis après, on s'est dit, on va faire un prototype, puis on verra si ça intéresse des gens ou pas. Okay. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de volonté de faire une app pour les coachs. Puis, comme l'a dit François, ça s'est un petit peu fait naturellement. On a un petit peu aussi, entre guillemets, on a appris à marcher en mettant un pas devant l'autre et on tombait un peu en même temps. On n'avait pas forcément une vision très claire de ce qu'on voulait exactement, mais on voyait qu'il y avait un problème et on voulait essayer d'y répondre, quoi. C'est aussi ça la vie d'entrepreneur. Et la destination, c'est uniquement sur ces séances d'entraînement, on va dire génériques, donc avec des entraînements d'endurance et de force, où il y a aussi l'intégration d'exercices, moi, je suis dans la catégorie sportive du dimanche, voire sportif du premier jour du mois. Tu vois, on est un peu dans cette catégorie-là. J'ai dans l'idée que quand tu es un sportif de haut niveau, tu as des entraînements pour travailler ton endurance, ta force et compagnie. Après, tu as l'entraînement pour le geste technique spécifique au sport que tu pratiques. Est-ce qu'il y a... Déjà, est-ce que je me trompe et si je me trompe pas, est-ce qu'il y a ce genre d'entraînement aussi qui est géré dans Nolio? Bon, premièrement, tu ne te trompes pas. En tant qu'entraîneur, en général, tu viens développer plein de choses autour de ton sportif. Ça va de l'endurance à la technique, à d'autres points, comme tu dis. Et en fait, la plateforme, elle est... J'ai envie de dire même... l'essence de la plateforme est tellement simple que tu ne rentres même pas dans ces questions-là. Dans le sens où le but, c'est... Imagine, tu es entraîneur d'Alexandre, tu vas lui dire... fais tel type de séance, et elle sera de type, par exemple, endurance. Fais demain notre type de séance, ça va être dans ce cas-là une séance technique, etc. etc. Donc, l'idée, nous, c'est vraiment, c'est toujours d'ailleurs, de rendre, que l'outil, il prenne la patte de l'entraîneur, peu importe le contenu de la séance qu'il veut pousser. Okay. Donc c'est le coach qui définit les types d'exercices qu'il va mettre en place. Vous n'avez pas un catalogue d'exercices existants ? Non, on est vraiment l'outil
pour tout faire plus vite et entre Ok. guillemets mieux pour l'entraîneur. En fait, Qui rajoute une certaine complexité. La base, entre guillemets, c'était de entre guillemets, remplacer le fichier Excel. Donc, avant entre guillemets, avant de construire des trucs hyper complexes, on s'est dit, bon, il faut un truc très simple, mais qui centralise les données, qui est branché aux objets connectés, qui voilà, un calendrier qui est fluide, une application mobile pour le sportif et pour le coach, etc. Donc, entre guillemets, on a un peu refait le fichier Excel du coach en version digitale. Même si le carnet Excel c'est déjà digital, en plus connecté en tout cas. Et après, aujourd'hui, entre guillemets, on va plus loin en ajoutant des fonctions plus avancées, etc. Mais un peu le besoin de base, ouais, c'était de brancher, enfin je caricature, mais de brancher le fichier Excel aux objets connectés, quoi. C'était vraiment la base, quoi. Et après, c'est quand même une question très pertinente que tu poses, parce qu'aujourd'hui, par exemple, cette année, un de nos objectifs, c'est de passer un cap sur la capacité qu'ont les coachs à mettre des séances techniques, donc de musculation, de fitness, etc., dans l'app. Là où aujourd'hui, ils peuvent déjà mettre des images, des vidéos, mais en fait, de leur faire vraiment un module dédié où ils peuvent mieux gérer les charges, les répétitions, etc. Là où, historiquement, ils vont plus un petit peu comme on fait dans un Word, mettre des images, des vidéos. Voilà, vraiment, parce qu'aujourd'hui... on l'a dit un petit peu au début, nous c'est principalement sport d'endurance, mais en fait, même dans les sports d'endurance, tu l'as bien dit aussi, la force, la technique, les séances de muscu, en fait, ça marche pour tous les sports. Et donc ça nous permet aussi de toucher d'autres sports qui vont être... on a des demandes là par exemple, c'est assez marrant, de coach d'escalade, on a des brigades là, de sapeurs-pompiers professionnels qui nous demandent de pouvoir suivre, parce que les sapeurs-pompiers professionnels ont un temps, enfin ils ont je sais plus combien, bon, là c'est en Belgique, mais 20 ou 30% de leur temps qui est entraînez-vous, pour vous maintenir en forme. Et avant c'était un petit peu maintenez-vous comme on voit un peu dans les brigades, avec juste voilà, la corde, faites ce que vous voulez. Et là ils veulent cadrer un petit peu plus en mode entraînez-vous, mais bon c'est quand même 30% de votre temps, on aimerait bien savoir un petit peu ce que vous faites, ou vous aidez, quoi. Et voilà, on a pas mal de cas d'utilisation, quoi. Donc aujourd'hui, c'est au coach qui va créer son catalogue d'exercices quand il va s'inscrire la première fois. Exactement. Et qui va devoir créer du coup les images et les contenus vidéo pour ses sportifs si jamais il y a besoin d'explications. Si on prend le cas d'exemple d'un entraîneur qui va essayer la plateforme, il s'inscrit, il invite on va dire 5 sportifs, et souvent la première chose qui prend quand même du temps à l'entraîneur, c'est de créer ses séances type. Séances de vélo, séances de course à pied, les séances d'intervalle. Je sais pas moi, un 10 fois 400 mètres sur piste pour quelqu'un qui ferait de l'athlé. Et en fait, une fois qu'il a son catalogue de séances qui est toute prête, c'est là où il commence à gagner vraiment du temps de manière assez phénoménale. C'est qu'il, avec des très simples glisser-déposer, il fait les plannings, après il passe d'un athlète à un autre, il peut réutiliser des copier-coller, etc. Et à partir la séance, s'il l'a faite d'une certaine manière, ce que nous on appelle séance structurée, c'est simple, à partir du moment où il la lâche dans le calendrier d'un sportif, hop, elle est envoyée sur la montre Garmin, sur le compteur Wahoo, de vélo Wahoo par exemple, ou Et type de marque qui le supporterait. Ouais, quoi. et sur les Apple Watch, iOS a sorti ça nativement depuis je sais plus la version, mais c'était septembre dernier si je dis pas de bêtises. C'est tout frais, tout neuf. Voilà, c'est tout frais nativement, parce qu'après ils avaient des apps tierces sur l'Apple Watch qui permettaient de le faire. Mais donc maintenant, je sais pas si tu l'as déjà fait, je vois que tu as une Apple Watch, voilà, des entraînements qui vont biper tout seul sur la montre, voilà, ça c'est géré en natif sur Apple maintenant. Et donc nous typiquement on envoie, le coach fait la séance, et en fait le sportif va juste faire start et ça va biper selon les instructions du coach, quoi. Je suis heureux de l'apprendre, parce que il y a quelques temps, moi je faisais un petit peu de course à pied de manière assez quand même plus sérieuse que ce que je fais maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand tu avais ce genre de séance que tu voulais programmer, il fallait le faire sur l'écran de l'Apple Watch, ce qui n'était pas hyper pratique comme interface. Et puis c'est entre guillemets, tu refais le travail du coach. Enfin en tout cas, nous. Alors j'avais pas de coach, oui, j'étais pas pro. Mais même tu perds du temps, ou potentiellement et c'est marrant que tu dises j'avais pas de coach, j'étais pas pro, parce que ça me permet de rebondir. Nous on essaye un petit peu aussi de démocratiser ça, où on voit nous sur nos lieux, c'est vraiment tout type de pratique et tout type de pratiquants. Et il y a un peu dans cette
je sais pas si c'est qu'en France ou partout, mais t'as un coach, tout de suite ça fait sérieux. Alors qu'en fait, nous on le voit tous les jours et c'est trop bien. Des gens qui veulent finir leur premier 5 km ou faire là avec les Jeux de Paris, le marathon pour tous, etc. Et entre guillemets, peu importe le niveau, qui sont motivés un minimum, parce que forcément, si on n'est pas impliqué et qu'on se dit je cours comme ça quand j'ai envie, forcément on n'est pas très utile. Mais en fait, prendre un coach, ça dépend pas du niveau. En fait, c'est juste bien sûr, un peu un investissement, quoi. Mais et c'est vrai que souvent les gens un peu, je sais pas s'ils ont peur ou ils se disent c'est pas pour moi. Moi, je suis un coureur du dimanche entre guillemets, alors qu'en fait ça marche pour tout le monde et c'est aussi un rapport humain comme sur plein de choses, quoi. Enfin, c'est aussi, nous on le voit de plus en plus, on pourra en parler après, il y a de plus en plus d'apps avec l'IA qui vont faire des programmes automatiques, etc. Aussi bien que les programmes peuvent être, nous on juge qu'on remplacera jamais le coach qui va te dire demain c'est telle séance et qui compte sur toi, qui après la séance va t'envoyer un petit message, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Et si ce serait une IA qui ferait la même chose, on nous le dit tous les jours, en fait, c'est pas la même motivation. Il y a aussi un peu une notion de compte à rendre, où j'ai pris un coach, il pleuvait, je suis pas allé courir, il va falloir que j'assume ça devant mon coach, moi je préfère aller courir comme ça. Une IA, je m'en fous de lui dire, écoute, je suis pas allé, il pleuvait, quoi. Donc, bref, je digresse un petit peu, mais nous, je permets de placer ça où vraiment les coachs, peu importe sur quel outil vous utilisez, c'est vraiment pour tout le monde, bien sûr. Après, c'est un budget, entre guillemets. Mais bon, quand on voit, moi le premier, les gens peuvent mettre 100, 200 euros, 300 euros maintenant dans des chaussures carbone ou autre. Bon, voilà, le prix d'un coach, ça reste pas si cher en fait par rapport au gain de performance. Enfin, si au-delà de performer, est-ce que vaut mieux acheter 300 euros la paire carbone ou prendre un coach 3 mois et prendre la paire à Decathlon à 30 euros? Je pense que dans pas mal de cas, tu feras une meilleure compétition à la fin si tu as pris le coach, quoi. Alors, cela dit, ça que tu parlais de coach et de niveau professionnel, c'est vrai que moi, je suis toujours pas pro, mais j'ai pris un coach sportif pour essayer d'aller mieux. Alors, il écoute pas ce podcast parce que c'est pas son domaine, mais je me permettrai de mettre un lien vers ces informations si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Parce qu'il y a des offres aussi uniquement à distance, tu vois, si jamais tu veux ce genre de choses. Et donc c'est vrai que je lui parlerai aussi de Nolio pour qu'il peut-être il envisage aussi peut-être de passer sur ce produit. Du coup, je reviens sur cette notion de création de catalogue et de gestes techniques. Alors peut-être que la question ne se pose pas, mais c'est-à-dire qu'un coach, a priori, il reste sur un sport en particulier. Donc tu vas pas... alors, il y a peut-être certains ponts, peut-être que tu vois, tu nous parles du semi-fond et un coach peut aussi du coup faire sur des marathoniens, j'imagine, peut-être aussi. Mais j'imagine qu'effectivement tu fais pas du ski de fond et du vélo, et enfin t'es pas coach des deux peut-être. Alors ça dépend des entraîneurs. Généralement ils sont quand même spécialisés dans un sport. Souvent c'est parce qu'ils viennent de ce sport aussi. Il était coureur, je sais pas, par exemple marathonien, enfin il a fait de l'athlé, puis s'est spécialisé dans le marathon, puis a eu envie d'entraîner, donc de par son expérience il va se sentir à l'aise de commencer par là, puis après il va potentiellement passer des formations dans le trail, et après il va élargir course route et trail. Après souvent ils sont quand même bien spécialisés, et ceux qui ont le plus large éventail, souvent j'ai envie de dire c'est le triathlon parce que tu as 3 sports, mais ça reste quand même bien spécialisé. En général il vaut mieux aller voir un entraîneur qui est proche de ta discipline, qui a la fibre avec la discipline que tu veux faire, même si c'est pas parce qu'ils sont spécialisés qu'ils vont être incompétents dans le sport d'à côté. Il y a quand même des bases dans l'entraînement qui sont... C'est pas une science dure l'entraînement, c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant, mais il y a quand même des grands principes, quand on les suit, on sait que ça marche. Donc un entraîneur par exemple de triathlon qui aurait jamais entraîné un coureur de trail, il va réussir à faire quelque chose d'intéressant, mais... Après, ça dépend de ton objectif. Si tu veux être sportif olympique, il vaut mieux choisir un coach qui maîtrise ta discipline. Mais si tu veux juste avoir des performances d'un bon niveau sans être forcément pro, effectivement, tu peux avoir un coach qui est... Oui, si l'objectif, c'est vraiment... Je suis coureur récréatif, je veux ne serait-ce que
de commencer par là, prendre soin de moi, me motiver, réussir à courir 10 plus 15 bornes sans m'arrêter, des objectifs de débutant. N'importe quel type d'entraîneur, j'espère pour lui, est supposé réussir à donner un contenu adéquat. Ce qui est assez marrant avec les sports d'endurance, c'est qu'il y a quand même il y a pas de... C'est une science, donc il y a des principes, mais bon, c'est jamais des vérités absolues. Mais c'est que quelqu'un, par exemple, qui sait très bien entraîner un trailer, en fait, il pourra faire un programme très pertinent pour quelqu'un qui fait du ski de fond. C'est juste potentiellement, il n'aura pas la connaissance technique. Donc potentiellement, sur le côté physique, il va lui faire un programme qui est quand même très pertinent, mais il n'aura pas la compétence d'améliorer la technique du sportif. Et donc, on le voit même nous, même dans des staffs de haut niveau ou autres, des fois des coachs qui viennent d'autres disciplines, parce qu'ils apportent leur côté, par exemple, je comprends bien la filière énergétique, etc. Mais ils savent qu'ils ne sont par exemple pas du tout pertinents sur le geste technique en ski de fond, et c'est une autre personne dans le staff. Bon, on parle de haut niveau là, mais ça peut aussi, voilà, des fois bien fonctionner, ou des gens qui en fait sont assez polyvalents et vont dire sur la côté technique, je te laisse gérer. Moi, je te fais vraiment le côté physique. Enfin, si on peut décorréler les deux, parce que c'est compliqué. Mais voilà, enfin c'est encore une digression, mais voilà. Ouais. Pour revenir sur des sujets un peu techniques, au sens technique dev, parce qu'on est quand même sur un podcast de dev, vous avez évoqué plusieurs fois la connexion avec les appareils connectés, donc avec les montres principalement, j'imagine, même s'il y a, j'imagine, tout un tas d'autres équipements qui peuvent exister. J'aurais imaginé que c'était plus facile de se connecter avec des plateformes, en fait, type Runkeeper, Strava, je sais pas, Strava. Ah oui, c'est dire à quel point je cours, tu vois, tu vois, plus les plateformes que les équipements. Alors, directement. C'était quoi le choix? Pourquoi on est branché aux deux. Alors, historiquement... En soi, on est branché qu'à des plateformes. Oui, si tu le vois comme ça. Enfin, on est branché... Alors, on va prendre les connecteurs, enfin, les grandes marques, Garmin, Suunto, Polar, Coros, etc. Eux ont tous leur plateforme qui, au final, en fait, ils offrent un point d'API. Alors ça, c'était pas le cas au début, mais aujourd'hui, ils offrent presque tous une API, pas toujours ouverte. Souvent, faut dire pourquoi on veut utiliser, etc. Puis ils ouvrent l'accès. Et on est aussi branché à ce que moi j'avais plus en termes de définition plateforme, par exemple un Strava, qui eux derrière font aussi le rôle d'agrégateur d'autres connecteurs. Ce qui des fois aussi nous arrange bien parce qu'ils nous permettent de remonter des types de données de certains connecteurs un peu plus rares, on va dire. Surtout au début, ouais. Avec lesquels on ne serait pas encore branché aujourd'hui. Mais ça, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Le plus compliqué, c'est plus d'avoir l'accès à l'API. Une fois qu'on a l'accès à l'API, c'est très simple à utiliser. Et du coup, on parle, c'est vrai qu'on est branché aux montres, etc. Mais en fait, on ne l'est jamais directement. On est branché à Garmin Connect, on est branché à Garmin Connect. Suunto, ils ont la Suunto App. En fait, on est branché avec la Suunto App. Et ça, entre guillemets, on n'a pas à faire la connexion avec la montre, qui sont de toute façon généralement des protocoles propriétaires. Le seul détail, c'est peut-être l'Apple Watch, parce que ça passe par l'iPhone. Ouais, mais Apple Watch, on est branché du coup à Apple Santé. Donc, c'est pareil, c'est pas une plateforme en soi, parce qu'on est branché du coup via le SDK à Apple Santé. Mais comme disait donc François... C'est-à-dire que les sportifs du coach doivent installer une app en particulier? Non, Apple Santé, c'est ce que tu as nativement dans iOS, qui vient se plugger à ton Apple Watch. Donc, mais du coup, pour que vous ayez accès aux informations qui sont dans mon Apple Santé, il faut que... Tu vas brancher en tant que sportif, il faut que j'installe l'application de Nolio sur mon téléphone? Ouais, c'est ça. Oui. Tu synchronises ton Nolio avec Apple Santé. Et d'ailleurs, effectivement, c'est une bonne question. C'est le seul cas où ça nécessite forcément de passer par l'appli. Parce que tu peux faire une connexion avec Apple Santé que depuis une app iOS. Là où tu peux te brancher à Garmin Connect depuis notre site web. Quoi. C'est le seul capteur où il y a une différence. Sinon, ça passe tout par des applis. Mais pour revenir, c'est un peu marrant comment ça s'est démocratisé, parce que techniquement, c'est des API OAuth 2, OAuth 1 pour Garmin qui sont toujours pas changés. En 2024, c'est étonnant quand même d'être... Mais ça ronronne, ça fonctionne bien. Mais donc techniquement, c'est pas très dur. Après, il
y a des côtés gestion des données, etc. Mais voilà, c'est pas complexe, c'est juste des choses techniques à faire, entre guillemets. Mais ça s'est pas mal ouvert sur la connexion des données. Là où quand nous on s'est lancé au tout début de Nolio, bah, déjà typiquement on n'avait pas entre guillemets pas un rond. Garmin, la connexion API, ça coûtait $5,000 one shot. Nous on n'avait pas $5,000. One shot quand même, c'est pas un abonnement. C'est pas un abonnement, ok. mais $5,000. Faut Donc les sortir. on se disait, Garmin était déjà leader, donc on se disait si on n'a pas Garmin on est mort. Mais $5,000, où est-ce qu'on va les trouver? Et pour le coup ça on a vraiment eu de la chance. Je sais pas, en 2017 on a commencé, je pense 2018 ils ont dit c'est fini, on ouvre, il n'y a plus de one shot, tout le monde peut faire une demande pour accéder à notre API. On a fait la demande et Suunto c'était pareil, c'était un petit peu obscur. En fait, C'était obscur, mais ils ont rebuild toute leur API. Et ils l'ont release peut-être en 2018, tout neuf, tout beau, et simple formulaire. Et on ne sait pas si c'est suite à ce qu'a fait Garmin, mais en tout cas, maintenant, quasiment tout le monde ouvre un écosystème plutôt ouvert. Et comme ça, bah, en fait, il n'y a plus trop de sujets voilà, un peu bizarre, entre guillemets, de c'est $5,000 mon API, oui. ou c'est que mon copain, enfin, ça existe encore sur certaines apps, mais c'est de plus en plus ouvert, et c'est de moins en moins un sujet de... Aujourd'hui, une app veut créer une plateforme qui fait peu importe ce qu'elle fait dans le sport. Elle veut se brancher à Garmin, Polar, Strava, etc. Bah, en fait, c'est tout du Off 2, c'est tout à peu près la même chose. Et il y a même une app qui s'est lancée là aux US il y a quelques temps, qui fait le job en fait de tout. Tu te branches à eux et eux se branchent à tout. Et en fait, ils te normalisent les données. Ok. Et du coup tu récupères, forcément tu payes plus cher, mais potentiellement en fait demain tu lances une app, tu peux te brancher à tout parce que eux on fait le taf quoi. Ok. Ouais, ils font ce que nous on fait dans l'ombre entre guillemets, mais eux le commercialisent. Ça s'appelle Terra si je dis pas de bêtises. Ok. Si jamais il y en a Mais qui au niveau veulent des API regarder. là on voit, enfin il y a il y a quand même deux tendances qui sont tous les constructeurs d'équipementiers sont de plus en plus en mode open, branchez-vous à nous, de toute manière. Juste petite parenthèse, c'est qu'on le voit au niveau de Polar où cette marque-là, on est branché avec eux, mais que pour la récupération de données. Par exemple, tout à l'heure on parlait du fait qu'on pouvait envoyer des séances. C'est possible de le faire sur la Polar et tout, de manière non pratique. Mais eux n'ont jamais eu le souhait de développer, à notre connaissance en tout cas, n'ont jamais eu le souhait de développer ça sur leur API pour automatiser. À chaque fois qu'on leur demande, c'est pas sur la roadmap, arrêtez de nous embêter. Et nous, c'est arrivé plus d'une fois on sait que des sportifs qui utilisent Nolio, quand ils ont dû changer de montre, ne reprennent pas une Polar parce que, en fait, il n'y a pas le confort que tu aurais avec les autres marques avec qui l'API permet de faire ce genre de feature. Et donc la plupart des équipementiers sont en mode branchez-vous à nous, on sait que ça apporte une valeur à nos produits. Et on voit des énormes API à la Strava qui eux deviennent tellement gros que maintenant ils commencent... Alors ils avaient cette politique de tout l'univers, branchez-vous à nous, ça va faire des apps et tout, ça crée un écosystème incroyable. Et aujourd'hui, ils commencent à serrer la vis de manière très forte, l'API. Ça c'est marrant, parce que moi je lisais un bouquin là, qui faisait le parallèle, qui parlait de Facebook. À une époque, pareil, avait une API méga ouverte, tout le monde faisait des jeux Facebook, il y a des apps de jeux entières qui sont créées à travers les jeux Facebook. Et qui mettaient vraiment bien en exergue, ou qui montraient une plateforme à partir d'une certaine taille, en fait, elle a plus d'intérêt à... ceux qui se branchent à l'API bénéficient plus de ce branchement à l'API que la plateforme elle-même. Et donc, en fait, naturellement, il serre la vis et il tue les apps. Et donc, ce travail est un peu dans cette phase-là, qui fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, nous, c'est un peu moins un problème parce qu'on est branché en direct avec quasiment toutes les marques. Mais ouais, c'est assez... Pour le coup, Strava, vu qu'eux, c'est une plateforme... Et ils n'ont pas d'objets connectés, et que c'est une plateforme sociale en plus, eux c'est un petit peu les seuls qui vont un peu dans le sens inverse où ils referment un peu leur écosystème. Okay. Est-ce que vous avez le cas de multicapteur pour un sportif
qui est sur des gestes parfois techniques très particuliers et qui du coup a une montre Garmin et puis je connais pas tous les capteurs donc mais tu vois est-ce que tu peux avoir comme ça plusieurs capteurs Ouais. Vas-y François. On rigole parce que. Alors, on a un cas très précis qui est d'ailleurs parfait pour la thématique de l'épisode. C'est dans le cadre de l'aviron en plus pour les JO. Donc, les rameurs français, donc on les monte en embarcation pour s'entraîner. Ils ont, on va dire parfois une Garmin qui lance en mode aviron, clac, et ils ont d'autres capteurs sur les bateaux qui sont faits par une boîte française qui s'appelle Feeling qui fait des capteurs ultra précis et très spécialisés au sport. Donc, on au sport d'aviron. En fait, on les connaît là, en bien l'occurrence, c'est un capteur de puissance pour l'aviron. Donc, Ok. en fait, pour mesurer la puissance des on les rameurs. connaît bien parce qu'ils font les capteurs pour l'aviron et aussi pour le cyclisme sur piste. Ok. Et capteur de puissance pour les rameurs, les angles à l'entrée dans l'eau, etc. Et alors aujourd'hui, ils ont vachement bien évolué parce qu'ils ont fait une petite surcouche web qui s'est connectée à Nolio, etc. Donc du coup, on récupère un peu des données dans tous les sens. On a fait un premier bout de dev qui est au fait, si tu veux, au début de Nolio, on affichait dans l'analyse de séance, etc. Parce que vient voir le coach de manière assez précise que certains types de données qu'on avait pris un truc un peu en dur, quoi. Première grosse évolution qu'on avait fait, c'était tout type de données qui serait écrite dans un fichier de séance va pouvoir être analysé de manière générique. Donc tu écris n'importe quel champ, boum boum, nous on essaie de le lire, machin, avec l'unité, tu as ta courbe, tu peux zoomer dedans, etc. Et le dernière brique qui nous manque, c'est en gros dire, pour accrocher ce que je te disais, je lance ma Garmin, je lance mon Feeling par exemple, ou mes plusieurs Feelings, parce que des fois ils ont plusieurs fichiers. C'est de dire, je crée une séance, c'est la séance A, j'ai mis mes 5 fichiers de séance, et là tu as un peu des problématiques d'alignement des données, parce que lui il a tické à 0, lui il a tické à T+12, ils sont pas au même échantillonnage, etc. Et ça c'est la dernière brique, il ne reste pas grand chose à faire, on a commencé déjà pour réussir à synchroniser les données en fait de il y a tout chaque... qui est prêt, il y a juste des gros to-do à 2-3 endroits dans le code et qu'il faut finir depuis un bon moment. Et qui vont permettre de réaligner tout et de faire une seule analyse de la séance, peu importe. Mais ça reste assez rare. Ça reste assez rare parce que par exemple en course à pied ou en vélo, c'est peut-être un meilleur exemple, ils ont un compteur de vélo. Et en fait, le compteur de vélo Garmin va aller se brancher à tous les types de données. Donc, par exemple, là au Tour de France ou n'importe, ils vont avoir la ceinture cardiaque. On le voit des fois, il y a un petit truc blanc sur le côté de la ceinture cardiaque. En fait, c'est un capteur de température corporelle. Potentiellement, ils ont d'autres capteurs. Et dans ce cas-là, le Garmin fait la connexion Bluetooth en fait avec tous. Et il synchronise tout. Donc nous, dans ce cas-là, entre guillemets, c'est très facile. On récupère juste tout un seul fichier. Et effectivement, comme l'a dit François, il y a des cas où c'est pas le cas. Mais l'aviron, c'est un petit peu particulier parce que pour des rameurs qui sont plusieurs dans une embarcation, ils ont tous la même allure, mais ils ont tous des fréquences cardiaques différentes et ils ont des puissances qui vont être aussi différentes. Donc ils ont des données communes et d'autres pas communes. Donc c'est vrai que pour le coup c'est très très spécifique à l'aviron, quoi. Mais ce qui est royal, nous, c'est quand c'est en fait voilà, l'exemple d'Alex avec le compteur de vélo, ils font le job pour nous en fait. On reçoit un fichier avec tout dedans et là ils ont tout à disposition. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce cas hyper spécifique que tu évoques de l'aviron. On a quand même l'impression de l'extérieur qu'il n'y a pas tant de passerelles que ça d'un sport à l'autre. Tu vois qu'il y a quand même des côtés hyper spécifiques. Et même d'un point de vue encore plus... si je prends votre problématique à vous, spécifique au coach, qui j'imagine ne sont pas forcément des personnes hyper tech-savvy, tu vois, ils ne sont pas forcément à fond dans la techno. Si tu leur demandes de faire une base de données NoSQL, c'est pas dans leur champ souvent ils sont compétences. Ils sont experts Excel, mais parce qu'ils ont bidouillé, encore pas tous, mais ils sont bidouillés avec Excel. Mais non, c'est vrai que généralement ils ont... C'est pas leur domaine. Parce que tu vois, s'ils doivent concevoir une séance d'entraînement en ayant créé même leurs exercices avant, moi je vois quand je suis en collaboration avec mon coach, les séances d'endurance, tu as des courses où il me donne des cycles de temps, parfois c'est de distance, parfois c'est des objectifs de fréquence cardiaque.
Donc on est déjà sur 3 unités différentes possibles. Et quand on parle de force, il y a le geste, il y a le rythme, il y a le poids, il y a le nombre de répétitions, il y a le nombre de séries. Tu vois, comment vous faites pour permettre quand même à un coach de créer une séance de manière facile tout en ayant cette myriade de déclinaisons d'un seul et même exercice? Nous, le créateur de séance, en fait, c'est ce qui fait un peu le fait qu'on dort pas la nuit parce que c'est un peu dur à maintenir, mais c'est ce qui fait un peu aussi la prise en main facile de l'outil, c'est que c'est la chose la plus simple du monde, c'est que c'est comme un champ de texte Word, si tu veux. Tu peux autant écrire va courir 200 mètres, puis 5 minutes, puis enfin, le reste du texte, tu mets en gras, des couleurs, ce que tu veux, etc. Et en fait, on a surchargé un éditeur, un rich editor basique, avec le fait de pouvoir mettre des bulles, enfin des étapes structurées, et tu les mélanges. Et en fait, c'est assez facile à prendre en main, le fait de dire nouvelle séance. De manière classique, souvent, ils vont commencer à écrire leur texte les toutes premières fois. Puis après, ils vont voir qu'en fait, juste sur la gauche, je sais pas, moi, tu as écrit zone 1 cardiaque, qui clique, et là, tu as le pop-up qui s'ouvre, temps, 10 minutes, et en fait, souvent, le langage dans le monde de l'entraînement, c'est souvent un peu le même, par certaines spécificités. Du coup, ils vont vite comprendre, ils vont faire ah oui, 10 minutes zone 1, et après, ils vont cliquer, ah oui, je peux faire aussi de l'allure, je peux faire comme tu disais, un peu tous les exemples que tu citais. Et franchement, en quelques séances, souvent, ils prennent la main sur le fait ah ouais, je peux créer ça, puis ça, puis ça. C'est vrai qu'il y a un peu nous le fardeau qu'on porte depuis le début, mais qui est ce qu'on voulait aussi, c'est, tu l'as bien dit, le coach, il veut faire ce qu'il a, enfin, il veut mettre, il a en tête il a sa séance dans la tête et il veut la mettre concrètement sous forme papier ou digital ou dans la montre de son athlète. Là où toi, tu as besoin d'avoir vraiment les 7 exercices ou 15 exercices qu'il y a avec, pour pouvoir matcher après les données que tu récupères de tes équipements. Donc nous, alors ça j'y reviendrai parce que du coup t'as pas forcément besoin de faire un matching exact entre la séance prévue ou celle qui a été faite, c'est plus complexe que ça, mais non, là où ce que je voulais dire c'est que ouais, le côté je pense que pour tout dev ou toute plateforme qui est un peu le fardeau, c'est vu que les coachs veulent faire ce qu'ils veulent, t'es obligé de leur permettre une grande liberté, et donc Nolio, nous, la volonté c'est que ça soit hyper personnalisable. Parce que les coachs ils viennent du fichier Excel. Le fichier Excel, on peut dire ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on veut avec nos formules, on bidouille. Et ça, comme dit François, ce qui nous empêche de dormir la nuit, c'est dès que c'est personnalisable, c'est plus de code, c'est plus complexe. On s'en rendait pas forcément compte au début, on se disait ah ouais, là trop bien, ça va être personnalisable, c'est génial, etc. Puis là, plus le temps avance, on se rend compte ah ouais, mais en fait, ça fait plus de use case, ça fait plus de choses à tester, plus de bugs, plus de retours. Nous, en l'occurrence, c'est presque devenu aujourd'hui une de nos forces. Par exemple, on a une grosse plateforme anglo-saxonne qui est concurrente de nous. Eux, ils ont fait un peu l'inverse, que j'aurais bien aimé faire en termes de dev, qui est on met notre méthode de travail en tant que coach dans la plateforme. Et c'est un petit peu built-in, vous travaillez comme ça, prenez ça entre guillemets dans les dents. Et vous voulez en sortir, non, désolé, on fait pas quoi. Donc vous avez soit un LLM, soit enfin, en 2017, j'ai mis qu'il y avait peut-être moins de LLM déjà encore à l'époque, mais vous avez un parseur qui va être capable du coup de déceler le nombre de séries, le nombre de répétitions. Ouais, c'est ça, qui est assez tout bête entre guillemets, qui est derrière avec des balises dans les balises HTML, qui est avec des tags dedans, qui est assez simple entre guillemets. Mais effectivement, via les balises, si dans la balise HTML... mais c'est une détection qui est automatique en fonction de ce que le coach a écrit dans son champ texte? Non, c'est pas aussi puissant que dire fais 4 fois 400 mètres, puis machin autour du stade, et là on va le détecter. On va pas avoir un truc aussi puissant qui va trouver ça dans, on va dire, les mots, dans une phrase simple. Non, là il est obligé d'utiliser... En fait, on a fait une surcouche, mais c'est un outil, il doit créer cette bulle. Mais il peut mélanger les deux quand même. C'est-à-dire qu'il peut créer bulle 1, étape 1, étape 2, va courir 10 minutes, puis 15 minutes, j'en sais rien, plus fort, etc. Mais entre-temps, il peut glisser une image, entre-temps, il peut mettre du texte, Au final, c'est un peu un rich editor pensé pour le sport. Quoi. En gros, l'idée, c'est ça au final. On a refait un rich editor, une surcouche de rich editor pour... Mais du coup, il y a quand même un parseur qui tourne derrière pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le rich editor, parce que il y a certains types d'étapes que tu peux quand même créer à la main, et le parseur il fait ah tiens, ça c'est une répète, boum, il le prend en compte, et
Enfin, ils considèrent que c'est une partie de la séance, quoi. Ok. Et du coup, Alexandre, tu nous disais qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une correspondance parfaite entre la séance prévue et la séance effectuée? Ouais, bah, en fait, généralement, il y a potentiellement le coach, s'il dit demain tu vas faire 10 fois 2 minutes, récup 1. En fait, ta montre ou ton Apple Watch ou ton Garmin ou autre va, ce qu'on appelle l'AP, donc va faire des bips, des tours automatiques toutes les 2 minutes, puis après 1 minute, etc. Et ça va se retrouver dans le fichier de séance. Et donc en fait, la séance prévue, entre guillemets, presque... on veut l'info, qu'est-ce qu'elle était de manière originale, mais en fait, toutes les données séquencées comme on veut, tu as tout dans le fichier de séance réalisée, sans avoir besoin en fait de venir matcher parfaitement avec la séance prévue. Donc il y a des cas où, comme tu dis, potentiellement, si tu veux faire ta séance et que c'est 10 fois 2 minutes, récup 1, mais en fait, tu as un chrono caché simple dans ton autre main, et du coup, tu fais comme ça ta séance. Du coup, tu fais aucun lap sur ta séance. Voilà, effectivement, tu as un fichier brut, où du coup, nous, on a des choses qui essayent de retrouver des bouts pour être sûr, ah bah là, je pense que c'était un 2 minutes, là, c'était 1 minute. Bon, si tu l'as bien fait, généralement, c'est assez simple, mais ça peut être plus complexe. Mais dans la plupart des cas, en fait, on n'a pas de stats là-dessus, mais je pense que la fonction du coup qu'on évoque de la séance dans la montre, enfin en fait, soit la séance dans la montre, soit même si l'athlète, la séance 10 fois 2 minutes récup 1, elle est simple, je la retiens. Donc je vais faire ma séance, et en fait, à la main, je vais appuyer sur le bouton lap, toutes les 2 minutes, 1 minute. Et cette info-là, quand je le fais à la main, c'est pareil, ça va dans la séance. Donc en fait, la plupart du temps, les données, toutes les données et le séquençage des données est déjà dans le fichier, et t'as pas besoin de t'amuser à recopier, enfin à refaire le matching parfait avec la séance prévue. Donc c'est plus simple en fait dans la plupart des cas, mais il y a des cas où c'est un peu plus complexe. Ok. Pour terminer ce premier épisode sur cette série spéciale JO, j'aurais une question un peu globale. C'est quoi de votre perception, vous en plus qui êtes aussi sportif, c'est quoi de votre perception le gain de la technologie dans le sport? Est-ce que c'est un gain marginal, c'est-à-dire que ça va te permettre aux sportifs d'aller grappiller quelques temps, tu vois, quelques secondes en plus ici ou là, ou quelques mètres en plus en fonction des disciplines? Ou est-ce que pour vous il y a un vrai truc transformateur? Tu vois, c'est quoi l'apport de la techno dans une activité purement physique? Vas-y, je vais commencer. Moi je vois deux gros angles. Le premier c'est on va dire, tu prends toute la population de sportifs récréatifs jusqu'à amateurs plus. Je pense que ça aujourd'hui, Nolio, mais pas que, il y a plein d'acteurs, on prend aussi Strava par exemple, qui apportent vraiment un côté motivation, qui est non négligeable. On voit clairement aujourd'hui des gens qui vont aller courir ou rouler, parce que dans le monde du sport, on a réussi à intégrer le côté social, en termes de réseau social, quoi. Donc ça sort les gens de leur canapé pour aller courir, rouler ou faire autre chose. Donc ça, je pense que c'est vraiment cool. Pour le haut niveau, nous avec le peu qu'on travaille avec la très haute perf, de toute manière, tu le vois au niveau des résultats olympiques, hein, des fois aller chercher du 0,5, 1% de perf, c'est ce qui passe de la médaille de bronze à la médaille d'or. Donc voire dans certaines disciplines plus compétitives, de la 12e place à la médaille d'or, quoi. Et quand tu vois aussi les technos dans toi tout à l'heure on parlait de feeling avec leurs capteurs, mais bon, il y en a d'autres, mais quand tu vois aussi la précision maintenant qui arrive en termes du nombre de données que ça capte à la seconde, etc., c'est monstrueux. Et au plus on avance, au plus ils arrivent à gratter des mini gains de perf. Par contre, ça requiert des gens qui sont de plus en plus qualifiés dans leur domaine, quoi. Tu parles côté coach ou côté sportif? Côté même plus, au final tu arrives tellement à un niveau de spécialité que les coachs sont même plus seuls. Souvent ils ont des data scientists ou quoi, c'est des gens qui sont formés pour lire les données de ces capteurs dans ces circonstances avec les sportifs que eux-mêmes aussi commencent à connaître, mais eux, ils vont pas du tout faire la planif ni rien. C'est juste que ils assistent l'entraîneur pour une mission ultra précise qui est là, de toute manière ils vivent tous en groupe, hein.
Je prends les données de monsieur athlète X. Bon, ben là, moi j'analyse ça et je vais en faire une conclusion à l'entraîneur et on en discute ensemble, etc. Ah ouais, c'est en fait ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est qu'il y a énormément de potentiel. Et il y a plein d'applications où c'est très concrètement utilisé. Dans le vélo, on voit la puissance sur le Tour de France des coureurs qui, en fait, on pense qu'ils regardent par terre, mais en fait, ils regardent leur compteur, ils regardent la puissance développée. Ils savent que là, ils sont à 320 watts, ils savent qu'à 325, ils vont sauter. Donc, ils ont voilà, ils ont. D'un autre côté, nous, on le voit de plus en plus aussi des coachs ou même des athlètes qui, en fait, font attention parce que, en fait, toujours plus de données, des fois, ça peut être anxiogène et ça nous donne des informations où parfois, en fait, si on l'avait pas eu, ça serait mieux. Ouais. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle la variabilité de fréquence cardiaque qui fait donc les ceintures classiques du marché, par exemple, vont mesurer la fréquence cardiaque, 60 battements à peu près au repos, 150 à l'effort. Et en fait, quand on fait 60 battements par seconde, enfin par minute, sinon ça fait un peu beaucoup, on fait pas un battement toutes les secondes en fait. On fait, il y a des petites variations. Et en fait, avec cette variabilité, on la mesure et c'est un marqueur en fait du système nerveux autonome et donc on arrive à plus ou moins détecter si l'athlète est en forme ou pas en forme en fait grâce à ça. Et par exemple, il y a eu des cas ça marche aussi, peu importe, pas que le sport, parce que du coup, système nerveux autonome, on peut détecter, par exemple, 1 ou 2 jours avant, les symptômes d'une maladie, la maladie, en fait. On voit que cette variabilité cardiaque va dans une tendance, on dit, ah, c'est bizarre, soit il n'est pas en forme, soit il est début de maladie, en fait, il est malade. Mais, il y a des cas où l'athlète, si le matin, avant sa course, il regarde son score, il voit 2 sur 100, en fait, il va faire une course ça le met dans un état d'esprit. Mentalement, il va se brider. On prend le même athlète, le même niveau de forme, on lui met 90 sur 100, et il va peut-être gagner la course. Son potentiel physique, entre guillemets, le matin est le même. Ouais. Donc, et nous, voilà, il y a un mental qui est extrêmement fort, qui est extrêmement important. Et il y a nous, de plus en plus de coachs, des fois, qui, en fait, les données presque sont réservées des fois aux coachs, et ils veulent les cacher, entre guillemets, pour le bien de l'athlète. Où je te transmets pas l'info, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Tu te focalises pas dessus. Voilà. Et en fait, on le voit de plus en plus, c'est plus pour les coachs que pour les athlètes, parce qu'en fait, les athlètes, faut pas trop. Enfin, ils ont déjà tellement faut qu'ils se concentrent sur leur course, sur leur technique, qui est encore autre chose, qu'en fait, des fois, trop de données, ils vont être surabondés de données. Et je pense que c'est. Sans parler du haut niveau, ça peut arriver aussi pour un sportif récréatif, quoi. On finit sa séance, on a des données de partout, des notifs de partout, des records de partout. Il y a un côté motivationnel qui est super, mais des fois, pareil, ça peut être un peu beaucoup oppressant, quoi. Ouais, clairement. Top, merci beaucoup pour cette discussion et cet échange. J'aurais 2 dernières questions pour vous, les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que vous souhaiteriez partager avec l'ensemble des auditeurs ? Alors, je peux commencer. J'ai parlé 2 fois du Tour de France, donc je vais reparler du Tour de France. Non, il y a une série sur Netflix, la 2e saison qui vient de sortir sur... pour ceux qui connaissent, ils ont fait une série sur la Formule 1, un peu les insides de la Formule 1. Moi, je n'y connais rien sur la Formule 1. C'est trop bien. Ils ont fait la même chose sur le Tour de France. Et ils ont fait aussi sur le golf, ils ont fait sur le tennis. Et ils le font effectivement, sur plein de sports. Et donc, c'est super pour... Et même quelqu'un qui connaît, entre guillemets, un petit peu le cyclisme comme nous, on apprend quand même des choses. Il y a puis il y a des rivalités comme dans la Formule 1, etc. Donc voilà, ça c'est sur Netflix. Et il parle aussi un petit peu tout ce qui est données, même si pas tant que ça. Je pense que les équipes sont pas trop, ont pas trop envie de partager il y a ça aussi, je pense. Ce qu'elles font. Mais en tout cas, pour découvrir le monde du cyclisme, je pense que c'est top. Clairement. Et François ? Moi, je parle d'un contenu qui va bientôt arriver. C'est un film qui est produit par Nolio, qui qui devrait arriver cet automne. C'est un film autour de la relation entraîneur sportif sur une des meilleures athlètes françaises en trail qu'on a suivi là
depuis janvier jusqu'à maintenant. C'est un film qu'on va sortir. Alors, le format, normalement, ça devrait être un 50 minutes. Ok. Voilà, donc j'en profite pour... Blandine Hirondelle, hein, pour pas la citer. Bah, tu nous enverras le lien pour qu'on puisse le mettre quand il sera disponible. Carrément. Là, il est en plein montage. Top. Nickel. Et dernière question, est-ce que vous êtes plutôt espace ou tabulation? On va commencer par François. C'est tabulation... Team tabulation à 200%. Et pareil, hein, bah, on a du la coup, même, pareil, c'est bien. On a le PDF, sinon ça homogène, serait inquiétant. Bon, ça serait inquiétant. Top, merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion autour du sport. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Merci à tous d'avoir assisté à cet épisode spécial à l'occasion des JO. On va adresser tout un tas de sujets autour du sport. On va parler des équipements, on va parler des stats dans le monde du sport, on va parler de l'analyse de mouvements des différents sportifs. Là, on a du coup parlé des coachs. Donc voilà, toute une série spéciale pendant toute la durée des JO. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bel été 2024. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée pour toute une série de nouveaux épisodes. Bien évidemment, toujours autour du dev. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.